On sait depuis les années 1950 que les constituants élémentaires de la matière, les atomes, le carbone des arbres, l'oxygène dans l'air que nous respirons, le calcium dans le squelette ou le fer, sont fabriqués dans des réacteurs nucléaires par des processus de fusion nucléaire, et ces réacteurs nucléaires sont les étoiles. Des éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, ont été, quant à eux, fabriqués non pas dans les étoiles, mais durant une phase très active de l'univers, celle du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les constituants, à nouveau les atomes, les constituants élémentaires du vivant cette fois-ci, de l'ADN par exemple, sont également le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le phosphore. Il y a donc une sorte de correspondance, de relation entre les abondances chimiques de l'univers et les abondances chimiques qu'on le retrouve dans les constituants du vivant. On peut se poser la question de savoir quelle connexion existe entre la chimie de l'univers, la chimie du cosmos, et la chimie du vivant. À partir des atomes, la nature fabrique des molécules, par exemple la molécule d'eau, H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On a également d'autres molécules intéressantes que l'on retrouve dans l'espace. Le monoxyde de carbone, bien connu, CO. Et le monoxyde de carbone a été fabriqué en tant que molécule dans l'univers il y a probablement très longtemps. On retrouve des traces de monoxyde de carbone grâce à des observations avec des télescopes dans des galaxies très lointaines, très vieilles. Il existe d'autres molécules dans l'espace, par exemple le dihydrogène, 2 atomes d'hydrogène, est la molécule la plus abondante dans l'univers. Des molécules moins abondantes en termes de quantité, on a le méthanol, l'alcool le plus simple, CH3OH, et également l'ammoniac, NH3, où N est l'azote, et H l'hydrogène. Ces molécules forment un gaz, et ce gaz forme ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est-à-dire un gaz relativement peu dense que l'on retrouve entre les étoiles dans la galaxie. Les molécules, on peut les retrouver sous 2 formes dans ce gaz. Bien sûr, une forme gazeuse. On retrouve par exemple de la vapeur d'eau dans l'espace à des températures extrêmement basses, de moins 150 degrés. Elle n'est pas complètement gelée, à cause des pressions également très très basses. On peut également retrouver ces molécules sur des petits grains solides, qu'on appelle les grains de poussière. Alors ça peut être soit des petits grains de sable ou des petits grains de carbone. Alors quand on dit petit, c'est vraiment très petit, c'est de l'ordre du micromètre de diamètre. Et ces grains de poussière, ils attirent les molécules et l'eau va littéralement se coller autour de ces grains de poussière pour former un manteau, cette fois-ci glacé, va attirer à nouveau des atomes, d'autres molécules, par exemple du monoxyde de carbone, et toute une chimie va se mettre en place à l'intérieur de ces manteaux glacés autour des grains de poussière. On pense par exemple que l'on forme le méthanol, justement, et l'ammoniac dans ces glaces interstellaires autour des grains de poussière. Notons que les grains de poussière en termes de masse représentent que 1% de la masse totale du gaz interstellaire. Donc ce gaz interstellaire se rassemble sous forme de nuages moléculaires et c'est à l'intérieur de ces nuages de gaz que vont se former les étoiles. Donc notre Soleil s'est formé à partir d'un nuage de gaz interstellaire grâce à l'effondrement de ce nuage, à sa condensation. Et ce qui s'est passé d'une façon relativement schématique, c'est que les petits grains de poussière sont mis à tourner autour de l'étoile naissante, se sont mis à s'agréger pour former des micrométéorites, des météorites, voire des comètes, et aussi ce qu'on appelle des planétésimaux et des planètes. Donc c'est intéressant de constater que tous les astres que nous voyons dans le système solaire sont en fait des agrégations de grains de poussière. Dans ces conditions, il paraît assez normal de retrouver, en termes de composition chimique d'une comète, une composition relativement proche de celle du gaz interstellaire et des grains de poussière. Donc les comètes sont essentiellement de l'eau, du méthanol. On peut retrouver également, par exemple, du dioxyde de carbone. Quand la Terre s'est formée, il y a à peu près 4 milliards d'années, on pense que la Terre a été soumise à un intense bombardement de comètes et de météorites. Et il est probable et raisonnable de considérer que ces météorites, ces comètes ont déposé sur Terre leur contenu, leurs éléments chimiques, les molécules qui se sont formées. Alors ces molécules, on le sait aujourd'hui, elles vont bien au-delà des molécules simples comme le méthanol ou l'ammoniac. Par exemple, la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie il y a une quarantaine d'années, après une analyse chimique de sa composition,
on a découvert qu'elle contenait beaucoup d'acides aminés. Et on voit donc qu'en plus d'avoir la fabrication d'éléments relativement simples comme des alcools ou de l'ammoniac, autour de ces grains de poussière, de ces glaces interstellaires, on forme probablement également des molécules beaucoup plus complexes comme les acides aminés. De là, peut-on voir dans le ciel une sorte de réservoir de l'origine de la vie? Tout cela reste encore à démontrer. Et on peut même se poser la question de qu'est-ce que la vie? Et une définition assez originale est que la vie est ce qui est de commun à tous les êtres vivants. C'est-à-dire que la propriété de la vie serait en fait le plus petit dénominateur commun du vivant. Alors si on cherche un dénominateur commun universel à la biosphère, c'est-à-dire à l'ensemble du monde vivant, on va peut-être en trouver un avec ce qu'on appelle l'homochiralité de la vie, ou asymétrie biomoléculaire. Avant de parler d'homochiralité, on va parler de chiralité. Donc ça vient du grec ker, qui veut dire la main. En effet, les molécules chirales sont comme mes mains, elles existent sous deux formes, les mains gauches et les mains droites, qu'on va appeler des énantiomères, qui ne sont pas superposables, mais qui sont images l'une de l'autre dans une symétrie miroir. Si on met sa main devant un miroir de salle de bain, sa main droite, on voit une main gauche et vice-versa. Alors ces molécules sont extrêmement abondantes et fondamentales. Par exemple, les acides aminés, qui sont les briques des protéines. Les protéines, c'est ce qui va constituer l'usine des cellules. Ces briques, donc les acides aminés, sont des molécules chirales. Alors de façon plus générale, ces molécules vont exprimer leurs propriétés de chiralité quand elles vont être elles-mêmes plongées dans un milieu chiral. Ça pourra être d'autres molécules chirales avec lesquelles elles vont mettre en jeu ce qu'on va appeler la reconnaissance chirale, ce qui se passe quand on met son pied dans une chaussure le matin, reconnaissance entre deux objets chiraux, mais aussi quand ces molécules vont être plongées dans des champs physiques, des champs chiraux. C'est le cas de la lumière polarisée circulairement. Alors, qu'est-ce que c'est que la polarisation de la lumière? La lumière, elle peut être définie par sa couleur, son intensité, c'est des nombres, mais il y a aussi une quantité géométrique, vectorielle, qui va permettre de qualifier la lumière. Et il est bien connu que la lumière est associée à une onde. Cette onde électromagnétique donc, est associée à un champ électrique et magnétique. Ce champ électrique va vibrer. Il peut vibrer dans un plan, auquel cas on va parler de polarisation linéaire, par exemple horizontale, mais aussi il peut vibrer en décrivant un cercle, et qui, se propageant dans l'espace, décrit une hélice. Et donc vous voyez qu'on a défini une orientation de l'espace, et il y a deux types d'hélices, une hélice droite et une hélice gauche. Et on peut montrer que cette lumière polarisée circulairement est justement un objet chiral, et il va y avoir reconnaissance chirale entre cet objet chiral et une molécule chirale, exactement comme un pied dans une chaussure. Alors qu'est-ce que c'est que l'homochiralité? Alors si on s'en tient à ces molécules fondamentales que sont les acides aminés, c'est le fait que tous les acides aminés utilisés par le vivant, que ce soit les animaux, les plantes, etc., sont tous du type gauche. Alors que quand on fabrique ces acides aminés, quand on les synthétise dans des laboratoires, c'est tout à fait possible, en général, on fabrique un mélange équilibré qu'on appelle racémique, 50% gauche, 50% droit. Et ce qui donc a intrigué les scientifiques depuis Pasteur, qui voyaient bien dans cette homochiralité une signature de la vie, une différence entre la matière inerte et la matière vivante. Donc c'est ce qui taraude les scientifiques, c'est de savoir quelle est la nature de ce processus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-il advenu de l'autre énantiomère, l'énantiomère droit. Est-ce qu'on a affaire ici à quelque chose d'aléatoire ou bien à quelque chose de déterministe qui s'appuie, qui est sous-tendu par des lois de la chimie ou de la physique. Ce qu'on voit, et là les gens s'accordent à penser cela, c'est que l'origine de la vie et de l'homochiralité de la vie sont intimement mêlées. Grâce au rayonnement synchrotron, on va pouvoir simuler en laboratoire, et sur quelques heures, quelques jours, un processus qui s'est étalé sur des centaines de millions d'années dans l'espace interstellaire. On va partir d'une part d'une lumière polarisée circulairement dans l'ultraviolet lointain, dont on sait qu'elle existe dans l'espace interstellaire et qu'on sait produire donc sur le synchrotron, à Soleil, et d'autre part, on va partir d'analogues de glace interstellaire dont on connaît bien la composition. On sait qu'il y a plein d'objets congelés dans l'espace, comme par exemple des comètes, des grosses boules de neige, dont on connaît bien la composition par spectroscopie. Et on va refabriquer, simuler en labo ces glaces interstellaires, composées de toutes petites molécules
simples et non chirales, comme de l'eau, de l'ammoniac, NH3, et le plus simple des alcools, le méthanol, CH3OH. Et on va déposer ces molécules, au départ sous forme gazeuse, sur ce qu'on appelle un cryostat, donc une surface refroidie, très froide. Et là, les molécules vont se coller sur cette surface, exactement comme les molécules d'eau se déposent sous forme de givre sur le bac à glaçons dans les congélateurs. Et pendant qu'on dépose ces molécules sur cette surface froide, on va envoyer ces photons polarisés circulairement pour induire une photochimie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir création de radicaux, donc il va y avoir des liaisons chimiques qui vont être rompues, exactement comme quand on bronze, ou de la même façon que l'UV du soleil casse les molécules d'ozone dans la haute atmosphère, et bien de la même façon, il va y avoir des liaisons chimiques qui vont se casser, il va y avoir des réactions en chaîne, et on va aller vers la complexité. C'est-à-dire que ces petites molécules vont s'assembler et former des édifices plus complexes, jusqu'à des acides aminés qui font 10, 15, 20 atomes. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Après la phase de réchauffement dans laquelle tous les volatiles vont être éliminés, toutes ces grosses molécules restent sur cette plaque, on les analyse et on peut voir deux choses. D'une part, on a fabriqué des acides aminés, donc c'est déjà assez formidable. Les briques élémentaires de la vie ont pu être synthétisées, photosynthétisées par ce moyen, mais ça avait déjà été fait avec des lampes UV, je dirais, traditionnelles. Mais ce qu'on apporte en plus, c'est que cette photochimie, cette photosynthèse, on a réussi à la faire de façon asymétrique grâce à la lumière polarisée circulairement. En effet, quand on regarde en lumière, quand on irradie en lumière polarisée circulairement droite, on va former ces acides aminés avec un excès énantiomérique de plus 1,3%, et ça c'est mesuré de façon très précise. Si on bascule maintenant avec une irradiation en lumière polarisée circulairement gauche, on voit qu'on obtient un excès énantiomérique qui est inverse, ce qui fait un certain sens. Et maintenant, si pour juste valider l'expérience, on irradie en lumière polarisée linéairement, qui n'est pas chirale, eh bien, il n'y a rien de particulier. On fabrique bien des acides aminés, mais en mélange racémique, c'est-à-dire un excès énantiomérique nul. Je dirais que nous, d'un point de vue phénoménologique, on a observé là ce que Curie a appelé le principe, qu'on appelle maintenant le principe de Curie, qui est un principe de transfert de la chiralité des photons vers la matière. Et c'est exactement ce qu'on cherchait à voir. Et ce faisant, on a validé donc un scénario qui fait du sens astrophysique, aussi bien pour ce qui concerne les glaces que la lumière, dans lequel ce sont des forces physico-chimiques qui sont à l'œuvre. Donc c'est un scénario déterministe, abiotique, dans lequel on valide l'idée qu'il y a eu sur la Terre primitive un apport de matière organique exogène, donc venant de l'espace, qui contenait un excès énantiomérique initial. Pour pouvoir détecter des molécules relativement complexes, comme les acides aminés ou des molécules organiques chirales, par exemple en termes d'acide aminé la glycine, ou en termes de molécules organiques chirales l'oxyde de propylène, on a besoin de détecteurs extrêmement sensibles et extrêmement précis dans leur capacité à séparer les signatures de ces molécules du milieu interstellaire. Donc, en astrophysique, à partir de l'observation, on va donc tenter d'aller mesurer la composition chimique du milieu interstellaire avec des instruments, et on a besoin évidemment d'instruments de nouvelle génération. À ce jour, les observations de la glycine ne sont pas complètement claires en termes de conclusions scientifiques. Il y a des détections et des non-détections. Par contre, à l'horizon 2015-2020, nous aurons à disposition un énorme interféromètre, un réseau de télescopes qui s'appelle ALMA, qui devrait nous pouvoir, grâce à son énorme sensibilité et sa capacité de résolution des raies spectrales, de détecter des molécules très complexes et probablement des acides aminés dans le milieu interstellaire. Un événement que nous attendons avec impatience, c'est la mission Rosetta, donc qui devrait, vers 2014, se poser sur une tête de comète et nous envoyer donc les résultats de l'analyse in situ des espèces qui se trouvent dans son sol, en termes de composition chimique, éventuellement d'acides aminés, et incluant leur chiralité. Donc là, ce sera tout à fait intéressant de voir si on retrouve certains excès énantiomériques sur cette comète. Ça pourrait évidemment valider ou pas nos scénarios.